Bonjour, c'est Badr Benjeloun. Content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle conférence du mois de mai 2022 de la série de webinaires de l'INRA, dédiée à la discussion des tendances et innovations en agriculture. Je souhaite la bienvenue à tous les participants de différents pays pour avoir pris le temps de participer à ce webinaire et probablement aussi d'enrichir le débat par leurs questions et commentaires. Avant de commencer, je demanderai à tous les participants via Zoom de mettre leur nom complet et leurs affiliations à côté de leur identifiant, s'il vous plaît. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec Zoom, pour le faire, il faut aller en bas de l'écran, cliquer sur participant, puis sélectionner votre nom. Et ensuite, cliquer sur renommer, ajouter votre nom et affiliation. Mes collègues vont donner 5 minutes aux participants pour le faire et puis ils vont enlever les participants qui ne sont pas du tout identifiés. Je vous remercie pour votre compréhension. Ensuite, je remercie vivement notre conférencier, Dr Jérôme Molena, pour avoir accepté notre invitation d'animer ce webinaire et de partager sa grande expérience et ses larges connaissances avec nous. J'ai le plaisir d'introduire moi-même Dr Jérôme Molena et la thématique de ce webinaire. Alors, Jérôme Molena est hydrologue. Il est directeur de recherche ou senior scientist à l'INRAE, plus précisément au sein du laboratoire d'études des interactions sol-agrosystème-hydrosystème. Il s'agit d'une unité de recherche qu'il a dirigée de 2011 à 2020. Il est également membre du laboratoire mixte international NEILA sur la gestion des ressources en eau dans les milieux ruraux tunisiens. Côté formation, il est ingénieur à la base de l'INSA de Lyon, en France, en 1993. Et puis, il a obtenu son diplôme de docteur en sciences de la Terre de l'Université de Rennes en France en 1999. Il a obtenu l'habilitation à diriger les recherches de l'Université de Rennes en 2008 en France. Jérôme Molena a développé des recherches sur les transferts d'eau et de soluté dans les bassins versants avec initialement un focus sur les transferts de subsurface, sol et aquifères. Ces recherches se sont progressivement élargies à la question des interactions entre l'agriculture et les ressources en eau, avec pour finalité de proposer des modes de gestion durable des espaces agricoles. Enfin, Jérôme Molena est un des 3 coordinateurs de l'Observatoire méditerranéen de l'espace rural et de l'eau. Depuis 2021, il est mis à la disposition par l'INRAE France auprès de l'IRD et travaille dans le cadre de cette mise à disposition à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, l'ENIT, au sein du laboratoire de modélisation en hydraulique et environnement. Aujourd'hui, il va parler des enjeux scientifiques posés par les retenues d'eau dans le cadre de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Avant de donner la parole à vous, Dr Molena, j'aimerais mentionner à l'audience que la conférence durera 30 minutes. La conférence principale durera 30 minutes et puis on aura la discussion qui durera environ 20 minutes. Pour la discussion, prière de poster vos questions écrites via le chat sur Zoom. Prière de ne pas attendre la fin de la conférence pour les poster. Vous pouvez poster vos questions en anglais ou en français ou en anglais. Vous pouvez aussi poser vos questions oralement si vous le souhaitez en levant la main électronique sur Zoom et puis on vous donnera la parole. Alors, nous sommes impatients de vous écouter, Dr Molena, et de savoir plus sur ces thématiques très intéressantes. La parole est à... Vous m'entendez bien là? Bonjour. Oui, on vous entend très bien. Très bien, parfait. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier, Bader et INRA du Maroc, de m'avoir invité à cette série de webinaires et de m'avoir invité à avoir l'opportunité de vous présenter à la fois les enjeux autour de la gestion des retenues d'eau dans les territoires agricoles et puis surtout les enjeux scientifiques et les questions posées à la recherche que ces enjeux de gestion posent. Pour commencer, d'abord, je souhaiterais définir l'objet dont on va parler là pendant ce séminaire. Donc, c'est les retenues d'eau. Donc, il n'y a pas de définition stricte des retenues d'eau. Donc,
Et non seulement il n'y a pas de définition stricte, mais ces retenues ont une appellation différente d'une région du monde à une autre, d'un pays à l'autre, comme l'illustre cette diapositive, parce qu'on les appelle lacs ou retenues collinaires en Tunisie, par exemple, là où je suis actuellement. On les appelle retenues collinaires en France, tant qu'en Inde, farm dam en Australie, et il y a les aciules aussi au Brésil, qui sont aussi particulièrement utilisés. Donc, il n'y a à la fois pas de définition stricte et commune, et puis pas de définition de ce que c'est, des caractéristiques. Alors qu'avec une collègue, donc, dans le cadre d'un travail que je préciserai tout à l'heure, donc, on a défini ces retenues comme finalement des petits barrages qui étaient construits pour intercepter le ruissellement ou l'écoulement des oueds et des rivières, et qui avaient une capacité maximum, c'est-à-dire un volume maximum qu'elles pouvaient stocker de l'ordre de millions de mètres cubes. Donc, c'est un peu pour vous donner un ordre de grandeur, un peu la limite haute en termes de volume qu'on peut donner à ces retenues. Et sachant qu'en limite basse, je dirais qu'il n'y en a quasiment pas, puisqu'il y a parfois des retenues de quelques centaines à quelques milliers de mètres cubes. Donc, ceci étant dit, les fonctions qui sont allouées, ou en tout cas pour lesquelles qui motivent la construction de ces retenues sont multiples. Alors, on peut en lister au moins 4. Alors, la première, c'est une fonction hydrologique, qui est de décréter les débits, notamment les débits de crue, et donc de réduire l'intensité de ces débits pour protéger les zones situées plus à l'aval par une réduction, comme je disais, de l'intensité des débits. La seconde fonction hydrologique, la seconde, toujours dans le cadre des fonctions hydrologiques, c'est de soutenir les débits d'étiage. Donc, dans certaines régions, c'est assez rare, mais c'est assez utilisé dans cet objectif, les retenues sont utilisées pour maintenir un débit minimum dans les rivières pour des questions écologiques et biologiques. Enfin, dans le cadre de cette fonction hydrologique, il y a également un intérêt dans certains pays, certaines régions, des retenues de stocker l'eau pour qu'il y ait après réinfiltration et une recharge de la nappe et donc une augmentation des ressources souterraines. La seconde grande fonction, c'est une fonction agricole, c'est-à-dire que les retenues constituent une ressource locale par l'eau qu'elles vont intercepter et stocker, une ressource qui va être après utilisée le plus souvent pour l'irrigation des cultures, parfois l'arrosement du bétail. Il y a une troisième fonction qui est une fonction que j'ai appelée hydrosédimentaire, où là on est dans un objectif de protéger les zones situées à l'aval des sédiments dus à l'érosion des sols provenant des zones amont. Protection notamment des grands barrages qui ont souvent un intérêt économique important, les grands barrages situés plus à l'aval et qui sont On vous a perdu. Vous m'entendez? On a perdu le conférencier, peut-être. Alors, ah. Jérôme, on ne vous entend pas. Vous pouvez, parce que vos micros, oui, c'est bon. On vous a perdu un moment. Oui, perdu. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Oui, très bien. Excusez-moi, je ne sais pas d'où ça vient. Je reprends. Oui. Donc, je parlais de la quatrième fonction dans certains pays, qui était une fonction de loisir, dédiée à la pêche, aux activités aquatiques. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais évoquer essentiellement la fonction agricole, c'est-à-dire les retenues dont l'usage est un usage agricole pour l'irrigation des cultures. Et souligner un point important, c'est que les retenues, comme je disais, on en retrouve dans le monde entier.
Pour illustrer ça, bon, j'aurais pu reprendre une carte du Maroc avec les densités de retenue, j'en ai pas trouvé. Donc là, je m'appuie sur une carte de l'Australie et une synthèse qui a été faite par Malerva récemment, en 2021. Vous voyez une carte ici des retenues avec les couleurs qui correspondent à la densité des retenues par kilomètre carré. Le bleu, c'est bon, des faibles densités, mais on voit que dans les parties sud, en vert et en jaune, on a des densités et dans les parties est, on a des densités qui dépassent 2 retenues par kilomètre carré, et même dans certaines régions, donc les régions les plus habitées, où la population est la plus importante et une agriculture relativement développée, avec des densités qui sont parfois supérieures à 5 retenues au kilomètre carré. Donc on voit que les retenues sont à la fois déjà des objets que l'on va retrouver dans beaucoup de paysages et de bassins versants à travers le monde, et à des densités particulièrement élevées. Et comme vous le savez tous, bon, un certain nombre de régions, voire la planète entière, est frappée par le changement climatique. Et ce changement climatique, comme l'illustre ici cette figure, est marqué déjà actuellement, et puis avec des projections qui vont accentuer les tendances actuelles, plus ou moins fortes selon les scénarios, qui vont être marquées, c'est ce qu'on voit ici, par des augmentations des températures, donc des augmentations jusqu'à, pour certains scénarios, plus de 5 degrés, et pour des scénarios plus optimistes, de l'ordre de 1 à 2 degrés, mais également des baisses des précipitations, et c'est ce qu'on voit ici en bas. Alors ici, ce sont des projections qui sont données par un réseau d'experts sur la Méditerranée, donc avec des baisses de précipitations annuelles qui peuvent aller de quelques pourcents à plus de quasiment 20% pour les scénarios les plus pessimistes. Et donc, face à la réduction de ces précipitations annuelles et l'augmentation des températures qui va également induire une demande évaporatoire plus importante, et face également à souvent une modification dans beaucoup de régions du régime pluviométrique, avec moins de pluie au cours des saisons où les cultures en ont besoin, les retenues d'eau sont vues comme une solution, souvent par les pouvoirs publics, comme une solution d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. C'est une solution qui va permettre de capter l'eau quand elle est disponible au cours des saisons où il pleut, où l'eau va s'écouler dans les rivières et les oueds, et pour pouvoir réutiliser cette eau quand les cultures en ont besoin, quand les besoins en eau sont particulièrement importants pour les cultures. Pour autant, bon, cette solution pose un certain nombre de questions, notamment sur sa durabilité, et puis sur les impacts qu'elle peut avoir plus globalement sur le cycle de l'eau, et notamment sur les zones plus à l'aval. Et ces questions, ce sont des questions que les pouvoirs publics se posent, ce sont des questions que les gestionnaires se posent, et ça renvoie à un certain nombre de questions scientifiques que je vais essayer, et d'enjeux scientifiques que je vais maintenant essayer d'illustrer à travers ce séminaire. Donc, le premier enjeu autour de... Le premier enjeu autour de ces retenues, c'est de connaître les retenues, pouvoir les localiser, les cartographier et les caractériser. Alors, ça paraît assez trivial, mais bien souvent, les gestionnaires se posent la question de savoir comment gérer un objet, les retenues, et un réseau de retenues, quand on ne sait pas où elles sont localisées et quelles sont leurs caractéristiques. Et les besoins, donc, c'est vraiment de savoir combien de retenues on peut avoir sur un territoire, mais également quelles sont leurs caractéristiques. Une des caractéristiques, c'est celle-ci, là, ce que je vous ai mis en bas, c'est ce qu'on appelle les relations bathymétriques, les relations hauteur-surface ou hauteur-volume de ces petites retenues. Et une autre caractéristique, ce que j'ai mis également dans le schéma de droite, c'est de savoir le niveau de connexion qu'elles ont avec le réseau hydrographique et leur aire d'alimentation. Et ces informations qui peuvent paraître des informations triviales, dans la plupart des territoires, on ne les connaît pas. Pourquoi? Parce que les retenues se sont multipliées. Elles sont souvent à l'initiative de privés, d'individus. Elles ne sont pas forcément déclarées, encore moins autorisées. Et donc, de fait, le gestionnaire est face à cette lacune de connaissances sur ces réseaux de retenues. Donc ça pose une première question aux scientifiques, c'est quelles sont les méthodes qu'on pourrait développer pour à la fois détecter, localiser, dénombrer et caractériser les réseaux de retenue dans un territoire.
Et face à cette question, il y a un outil qui paraît particulièrement adapté, c'est la télédétection. Pardon. Et bon, c'est pas nouveau, puisque la télédétection et un certain nombre d'images radars ou optiques ont déjà été utilisées pour cartographier des masses d'eau. Mais là, tout l'enjeu, c'est de cartographier une multitude de masses d'eau qui ont une toute petite taille et qui ont aussi des dynamiques temporelles relativement importantes, puisque certaines retenues peuvent se vider complètement au cours de l'année, puis se re-remplir entièrement. Et donc, avec un certain nombre de collègues, dont vous voyez Denis Ferreur et Jean-Stéphane Bailly de mon laboratoire, et en collaboration avec le CNES, le Centre national d'études spatiales en France, donc on a cherché à étudier, à analyser l'intérêt des nouveaux capteurs, et notamment des capteurs portés par Sentinel-2, qui est un satellite qui permet d'avoir à la fois une résolution spatiale relativement fine, de l'ordre de 10 mètres, et puis un temps de revisite également court, de l'ordre de la semaine, donc d'analyser l'intérêt de ces nouvelles sources d'images, des nouvelles sources de données, pour cartographier, détecter au sein d'un territoire un réseau de retenue. Alors, pour cela, donc on s'est appuyé sur un territoire d'études qui est le département de l'Aude, qui est un des départements français, qui est situé dans le sud de la France. Et vous voyez en bas à droite un recensement qui a été fait grâce à des campagnes de terrain par la Chambre d'agriculture de l'Aude. Donc un gros travail de terrain qui permet d'avoir un recensement relativement exhaustif des retenues, en tout cas à usage agricole. Et donc, toute l'idée, c'est de savoir, plutôt que passer par des recensements de terrain qui sont coûteux en temps et financièrement, est-ce que finalement la télédétection permettrait d'obtenir la même information. Donc, on s'est appuyé sur cette vérité terrain pour évaluer l'intérêt de deux types de sources de données pour cartographier et détecter les retenues d'eau. La première, c'est une source de données optiques provenant de Sentinel-2, et la deuxième, c'est une source de données radar provenant de Sentinel-1. Donc, on avait des données issues du CNES et d'une chaîne de traitement du CNES qui s'appelle Surfwater, et qui permet, par l'utilisation d'indices de détection en eau qui reposent sur le fait que l'eau absorbe et réfléchit les ondes dans certaines longueurs d'onde caractéristiques, d'avoir pour ces territoires-là des cartes sous forme de pixels, donc de pixels de l'ordre de 10 mètres de côté, où vous voyez, pour chacune, en appliquant ces indices de détection d'eau, on peut avoir, pour chaque pixel, l'occurrence ou non de l'eau sur le pixel en question. Donc, quand c'est blanc, c'est qu'il y a de l'eau, et quand c'est noir, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Et donc, ces cartes, on les a avec quasiment chaque semaine. En tout cas, on a des cartes avec des niveaux d'occurrence pour chacun des mois. Et on voit deux choses, c'est que bon, d'un côté, sur les cartes radar, c'est relativement bruité, et on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'objets en blanc qui ne correspondent a priori pas à des surfaces en eau. Il s'agit ici sans doute de parcelles dont l'humidité du sol est particulièrement élevée. Et le radar permet d'aller souvent très en profondeur dans le sol, et ça explique que finalement, si ces images permettent de détecter la présence d'eau, ce n'est pas forcément de la présence d'eau libre sous forme de rivière ou de retenue, mais également de l'eau dans les parcelles. Et à côté de ça, sur les images optiques, on voit qu'on a une détection, mais pas que des retenues, aussi des réseaux hydrographiques, et que c'est une image relativement bruitée. Donc, on s'est posé la question de savoir, à partir de ces images, comment pouvoir détecter, localiser des retenues de petite taille. Et on est parti du constat que pour pouvoir les détecter, il fallait rajouter de l'information, et puis c'est ce qu'on a fait. On a rajouté un certain nombre d'informations de plusieurs natures. Déjà, l'occurrence de présence en eau, que l'on connaissait par ces images radar et optiques, et que l'on avait chaque mois, et puis aussi sur les périodes annuelles. Mais on a également rajouté, c'est ici, des indicateurs topographiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est de se dire qu'une retenue, on ne la retrouve pas n'importe où, elle est souvent dans des zones de convergence topographique.
et là où on a à la fois des pentes relativement faibles et des aires drainées importantes, en tout cas supérieures à certains seuils. Et donc, on s'est orienté vers une forme d'analyse multicritère pour voir s'il y avait des relations entre l'ensemble de ces indicateurs et la présence de retenue, en tout cas sur des zones où on connaissait la présence de retenue. Et cette analyse multicritère, on l'a fait par classification et sur la base d'un arbre de décision. Et au total, on a intégré 36 indicateurs. Et en intégrant ces 36 indicateurs, on a cherché à comprendre, à détecter, détecter la présence de retenue sur une zone donnée du bassin versant de l'Aude. Et bon, ici, vous avez les résultats, c'est-à-dire ces résultats sur l'axe des X, on a les tailles des retenues telles qu'on les connaissait grâce à la vérité terrain. Donc, alors vous ne voyez peut-être pas trop, mais bon, la première classe, ce sont des retenues entre 0 et 5000 mètres carrés de surface, puis entre 5000 et 10 000 mètres carrés, et ainsi de suite, jusqu'à des retenues de 500 000 mètres carrés. Et là, on a le taux de détection sur la région de chacune des classes de ces retenues avec la taille des cercles et l'effectif des retenues sur la zone donnée. Donc là, la zone qu'on avait retenue dans le bassin versant de l'eau, c'est une zone qui devait faire, je crois, 360 km². Et ce qu'on voit, c'est que par cette méthode de détection, en utilisant ces images radars et en les complétant par une connaissance, je dirais, une information topographique, on détecte les retenues, la plupart des classes des retenues, en tout cas les retenues supérieures à 5000 mètres carrés, puisque les retenues supérieures entre 5000 et 10 000 mètres carrés sont détectées à quasiment 85%. Et on voit qu'après, pour les classes supérieures, on les détecte quasiment tous. Il y en a très peu, mais on les détecte. Par contre, pour les retenues, les toutes petites retenues inférieures à 5000 mètres carrés, on voit que c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont des retenues de petite taille. Donc, on a des résultats quand même relativement encourageants en termes quantitatifs et de notre capacité à détecter ces retenues. Sur l'aspect plus qualitatif, on peut regarder ce qu'on peut détecter. Alors, on peut le regarder en regardant les vrais négatifs, c'est-à-dire les pixels que l'on considère, qu'on qualifie comme non en eau et qui sont réellement non en eau, c'est tous les pixels noirs. Les vrais positifs, c'est les pixels que l'on qualifie comme des pixels qui sont dans des retenues et qui sont réellement dans des retenues, ce sont les pixels en bleu. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de voir les faux négatifs et les faux positifs. Alors, faux négatifs, c'est les pixels que l'on ne détecte pas comme étant des pixels de retenue alors qu'ils le sont. Et donc, ce sont les pixels violets. Et les faux positifs, c'est les pixels que l'on détecte comme étant des pixels, c'est-à-dire des éléments de l'image qui sont en eau alors qu'ils ne le sont pas. Et quand on fait une analyse des résultats sur la base de cette typologie de pixels et de résultats, on s'aperçoit d'une chose, c'est que 71% des faux négatifs, c'est-à-dire finalement ce sont des pixels qui sont en eau mais on ne les détecte pas, sont des pixels qui appartiennent à des retenues qu'on a détectées par ailleurs. C'est-à-dire ce sont souvent, et on le voit ici sur la figure du bas, ce sont les pixels qui sont au bord des retenues. Donc globalement, on détecte la retenue, mais on ne détecte pas totalement l'extension spatiale de la retenue. Et pour les faux positifs, c'est-à-dire les pixels qu'on qualifie comme des pixels appartenant à des retenues, mais qui n'appartiennent pas en fait dans ces retenues, ça ne représente que 2% des pixels que l'on souhaite détecter. Donc, c'est finalement une marge d'erreur qui est relativement faible. Donc, ce sont des premiers résultats. Et là, il y a quand même encore beaucoup de travail parce que si là, on arrive à peu près à détecter les retenues, maintenant, la suite du travail va viser plutôt à établir les caractéristiques des retenues, c'est-à-dire les connexions au réseau hydrographique et ce que j'ai appelé tout à l'heure les relations bathymétriques, c'est-à-dire les relations hauteur-surface et les relations hauteur-volume. Et là également, on souhaite s'appuyer sur d'informations topographiques pour établir ces relations à partir d'une analyse topographique au moment où ces retenues sont plutôt vides et qui vont nous permettre de reconstituer ces relations topographiques. Donc voilà pour un premier enjeu autour des retenues. Un second enjeu important autour de ces retenues, c'est l'impact qu'elles peuvent avoir, et notamment l'impact hydrologique.
Donc, je reviens à cet exemple du bassin versant de l'Aude, mais j'aurais pu prendre plein d'autres exemples à travers le monde, où on voit qu'il y a une multiplication de ces retenues avec des densités particulièrement fortes. Et la question qui se pose aux gestionnaires, c'est quel est l'impact hydrologique, et notamment en particulier l'impact sur les débits d'eau plus à l'aval, mais également sur d'autres composantes du cycle hydrologique, comme l'évaporation et la transpiration. L'impact sur les débits d'eau à l'aval est particulièrement important, puisque si les retenues peuvent être utiles pour l'agriculteur là où elles sont construites, si elles réduisent de trop les débits plus à l'aval, ça peut avoir des implications sur des usages plus aval, d'autres usages agricoles, mais également des usages domestiques et industriels. Et puis, ça peut avoir aussi des conséquences négatives, importantes, également sur le fonctionnement des milieux aquatiques, qui vont être fonctionnement écologique et biologique des milieux aquatiques, et notamment, par exemple, des lagunes qui se trouvent souvent aux exutoires des rivières ou des fleuves. Donc, s'agissant de cet impact cumulé, en 2015, le ministère de l'écologie français a interpellé les organismes de recherche, et l'IRCA en particulier, et l'INRA à l'époque, qui s'appelait encore l'INRA, pour faire ce qu'on appelle une expertise scientifique collective. Expertise scientifique collective, c'est quoi? C'est on réunit des chercheurs pour répondre à un certain nombre de questions que les pouvoirs publics, les acteurs de la gestion peuvent se poser. Et là, la question qui se posait, c'était l'impact cumulé, c'est-à-dire l'impact que peut avoir la multiplication, un ensemble, un réseau de retenues dans un bassin versant. Donc, avec une collègue, c'est Florence Abetz, donc on était en charge du groupe chargé de l'impact sur l'hydrologie, sachant qu'il y avait d'autres groupes qui traitaient notamment de l'impact sur l'hydrochimie, l'impact sur la géomorphologie, l'impact également sur l'écologie et la biodiversité. Donc voilà, différentes dimensions des impacts cumulés des retenues ont été traitées. Et donc là, je vais vous présenter l'aspect hydrologique. Donc on a traité avec Florence, et ce travail a fait l'objet d'un article que vous pouvez retrouver dans la revue Science of the Total Environment, et donc je vais vous présenter les principaux éléments. Donc, quand on regarde l'impact hydrologique et qu'on regarde l'état des connaissances, parce que c'est ce qui nous était demandé, c'était l'état des connaissances autour de ces impacts, et puis surtout l'état des connaissances en termes méthodologiques pour évaluer ces impacts. Donc, quand on regarde, on a fait l'analyse, on a abouti à un résultat qui était attendu, mais qui a le mérite d'avoir des éléments estimés et quantifiés. C'est que le premier impact qui est rapporté par la littérature, et là on a pu retenir à peu près 35 références bibliographiques, c'est une réduction des débits annuels. Alors, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas trouvé d'études sur d'autres composantes de l'hydrologie, que ce soit l'évaporation, la transpiration, et assez peu sur les autres caractéristiques des débits, notamment les débits d'étiage ou les débits de crue. La plupart des études se sont intéressées au débit annuel moyen. Et l'on voit sur l'histogramme ici que en regardant l'ensemble des références bibliographiques, la plupart montrent qu'il y a clairement une réduction du débit annuel, avec des réductions qui vont varier entre 5% jusqu'à, pour certaines études, quasiment 40% du débit qui est réduit, avec une moyenne qui se situe à 14%. Et l'autre résultat que l'on a pu montrer, c'est ce que je vous montre ici sur ces histogrammes. Donc, chaque barre correspond à un groupe de barres correspond à un bassin versant. Et ici, vous avez la réduction du débit observée sur le bassin versant en question. Et pour certaines de ces études, elles avaient l'intérêt de regarder l'impact pour les années moyennes, climatiques moyennes, et regarder les impacts pour les années climatiques sèches et les années climatiques humides. Et ce qu'on voit pour tous les bassins versants, c'est que la réduction des débits, la réduction relative des débits est beaucoup plus importante pour les années sèches que pour les années humides. C'est assez aussi attendu dans la mesure où les retenues vont retenir un certain volume d'eau, et que ce volume ramené au débit qui va s'écouler va être d'autant plus important en relatif que le débit est faible les années sèches et important les années humides. L'autre question qu'on s'est posée à travers cette expertise scientifique collective et à travers la synthèse vidéo qu'on a pu faire, c'est est-ce qu'il existe des indicateurs d'impact simples? C'est-à-dire que les papiers, les études que l'on a pu recenser
montrait clairement une réduction des débits, mais finalement, est-ce qu'il y a des facteurs explicatifs simples de cette réduction des débits, et notamment des facteurs en termes de propriété des réseaux de retenue ou des facteurs en termes de caractéristiques hydroclimatiques. Et pour ça, donc, par exemple, on a regardé s'il y avait une relation entre chaque point là correspond à un site d'étude, à un bassin versant, donc dans différentes régions du monde, avec un code couleur qui correspond à la réduction des débits. Donc, on est de moins 7% à moins 35%. Et on a regardé s'il y avait une relation avec la densité en nombre, ici exprimée en kilomètres carrés, en nombre de retenues par kilomètre carré, et la densité en surface d'eau du retenu en kilomètre carré. Et ce que l'on constate, bon déjà, c'est que bon, ça confirme le point que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a des régions où, vous voyez, on peut avoir 10 retenues à kilomètre carré, donc des densités relativement fortes. Pour autant, on n'a pas de relation simple entre ces densités et la réduction des débits, puisque par exemple, si on prend ce point-là, là, le point qui a quasiment 10 retenues par kilomètre carré, on a une réduction entre moins 12 et moins 17%, qui est une réduction relativement moyenne au regard de l'échantillon, alors qu'il a une densité la plus forte. Et qu'à l'inverse, on peut avoir sur ce point-là une densité relativement faible, de l'ordre d'une retenue par kilomètre carré, et que pourtant la réduction est supérieure à 20%. Et on a regardé également, et je n'ai pas rentré, je n'ai pas le temps de le faire, d'autres indicateurs, notamment des indicateurs climatiques, les pluies ou les débits. Et là, pareil, on n'a pas de relation simple entre la réduction des débits induite par le réseau de retenue et ces indicateurs hydroclimatiques. Pourquoi? Parce que plein d'autres facteurs rentrent en compte, des facteurs liés notamment aux gestions des retenues, à la quantité d'eau prélevée dans les retenues, à la saisonnalité des retenues, à la connexion des retenues avec le réseau hydrographique, et que ces indicateurs simples ne prennent pas en compte. Donc, cet impact hydrologique sur les débits non seulement est important, mais il peut pas être, il est complexe dans les origines, dans ses origines. Donc, l'autre point important aussi, c'est de savoir, bon, on parle d'impact des retenues sur l'hydrologie, c'est de savoir bon, mais quelles méthodes et quelles sont les méthodes disponibles pour un gestionnaire de l'eau pour évaluer cet impact. Et on en a recensé 3 dans la revue Biblio qu'on a pu faire. La première, c'est la comparaison de bassins versants, car c'est une approche assez classique en hydrologie. On prend un bassin versant assez classique pour étudier l'impact d'un facteur donné, d'un type d'occupation du sol sur l'hydrologie. Donc, on prend un bassin versant où l'occupation du sol en question est importante, et puis on prend un bassin versant jumeau où l'occupation du sol, en tout cas la modification de l'occupation du sol, il n'y a pas d'occupation du sol en question dans ce bassin versant jumeau. Là, en l'occurrence, c'est les retenues. Donc là, on n'a trouvé qu'une étude qui reprenait cette approche où voilà, ils avaient choisi 2 bassins versants, un bassin versant avec retenue, donc il y en avait 4, et un bassin versant sans retenue. Et donc, par comparaison, ils essayaient d'évaluer l'impact des retenues. C'est une approche scientifiquement intéressante, mais d'un point de vue opérationnel, difficile à mettre en œuvre parce que bon, elle est coûteuse en temps, en moyens financiers, et puis elle nécessite de pouvoir observer les 2 bassins versants pendant une longue période. Et puis par ailleurs, bon, souvent les différences qu'on va trouver entre les 2 bassins versants, on va souvent s'interroger s'il n'y a pas d'autres facteurs qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mais qu'on n'arrive pas à caractériser, type par exemple la variabilité pédologique ou la variabilité géologique, qui ne sont pas à l'origine des différences que l'on observe entre les deux. Donc finalement, comme je disais, c'est une méthode scientifiquement intéressante, mais opérationnellement difficile à mettre en œuvre. La deuxième méthode que l'on a pu identifier, mais seulement sur 1 ou 2 études, c'est l'analyse de chroniques de débit, donc avant et après construction ou de réseaux de retenue dans des grands bassins versants. J'ai assez peu de données d'illustrations à vous montrer parce qu'on l'a très peu recensé dans la revue du bio qu'on a faite ici. Bon, je ne vais pas le développer. C'est une étude qui a été faite il y a très longtemps aux États-Unis qui cherchait justement à étudier l'impact des retenues par les analyses de chroniques de débit. Et la troisième approche qui est plus particulièrement utilisée, c'est la modélisation hydrologique. La modélisation hydrologique, c'est quoi? C'est une représentation numérique du fonctionnement hydrologique des bassins versants. Et bon, il y a un certain nombre de modèles hydrologiques qui permettent de représenter
les retenues et les relations des retenues avec le fonctionnement hydrologique des bassins versants. Donc, ils sont listés ici. Vous voyez, il y en a à peu près une douzaine. Donc, la plupart sont des modèles hydrauliques qui ont été développés pour un autre objectif et qui ont été complétés par des modules retenus collinaires qui leur permet de modéliser le fonctionnement hydrologique avec des retenues collinaires et donc l'impact des retenues collinaires sur l'hydrologie. Pour autant, ce qu'on a pu constater, c'est que c'est dans ces modèles présentaient quand même une certaine limite, c'est que quand on est dans un bassin versant, et c'est ce qu'illustre ce schéma-là, avec une retenue, on a une très forte interaction entre l'hydrologie, les pratiques agricoles et les cultures. Et cette interaction qui existe dans des bassins versants sans retenue, elle est accentuée dès lors que des retenues sont mises en place. Pourquoi? Parce que le fonctionnement des retenues va dépendre de l'hydrologie, notamment des débits qui peuvent l'alimenter, mais peut aussi impacter l'hydrologie et notamment les débits par l'eau que ces retenues peuvent restituer plus à l'aval. Et puis, les pratiques agricoles qui vont être décidées par l'agriculteur vont dépendre à la fois des cultures, et notamment les pratiques agricoles en termes de gestion de l'eau, vont dépendre à la fois des cultures et des besoins en eau des cultures, mais ces pratiques, et les pratiques d'irrigation, vont dépendre de la disponibilité en eau des retenues. Et puis aussi de stratégies autour de la gestion de cette eau dans les retenues. Même si cette eau est disponible, l'agriculteur peut décider de la garder pour pouvoir l'utiliser ultérieurement à des périodes qu'il jugera plus stratégiques, plus névralgiques. Donc, on voit bien qu'il y a cette relation qui est pratiquement importante, sachant que les décisions faites sur les pratiques agricoles vont impacter les cultures et que, selon le développement des cultures, ça va également impacter l'hydrologie. Et qu'on voit donc qu'on est dans des boucles d'action et de rétroaction particulièrement importantes entre ces composantes purement hydrologiques et ces composantes agricoles et décisionnelles. Et si l'on fait le constat, c'est que la plupart des modèles que j'ai cités, que je vous ai montrés et qu'on a pu recenser, sont avant tout des modèles hydrologiques. Et que ce sont des modèles qui représentent cette composante-là, c'est-à-dire l'hydrologie et la retenue. Et les pratiques agricoles et les cultures sont vues comme des conditions limites, c'est-à-dire qu'on les fixe a priori, mais elles sont souvent peu variables. Et donc, de fait, cette caractéristique intrinsèque des bassins versants avec des retenues qui est d'une forte interaction entre les pratiques agricoles, les cultures et l'hydrologie n'est pas représentée ou est extrêmement peu représentée. Et ça nous a amené avec un certain nombre de collègues, donc Cécile Dagès, Delphine Hénart et Nicolas Lebon, et puis d'autres collègues d'INRAE en France, a proposé le développement d'un nouveau modèle agro-hydrologique avec retenue. Donc, on l'a appelé MIDA Small Reservoir. Donc, ce travail a été fait notamment dans le cadre de la thèse de Nicolas Lebon et a donné lieu à un article là, qui est en cours de parution. Vous allez pouvoir aller lire dans la revue Environmental Modeling and Software. Donc, je vais vous expliquer rapidement les principes de ce modèle et surtout tout l'intérêt du modèle. Donc, le principe et l'originalité du modèle que l'on a développé, c'est que c'est un modèle qui représente le bassin versant et les principaux objets présents dans les bassins versants, les principaux objets d'intérêt agricole et d'intérêt hydrologique. Donc, d'intérêt agricole, c'est quoi? C'est les parcelles. Et c'est l'exemple que vous avez ici. Donc, le modèle représente explicitement l'ensemble des parcelles dans un bassin versant. Il représente également explicitement, de façon spatialement explicite, le réseau hydrographique et l'ensemble des biefs du réseau hydrographique. Donc, c'est ce qui est ici en bleu ciel. Va représenter également les retenues. Ici, vous ne les voyez peut-être pas, mais elles sont en rouge, c'est les petits points rouges. Et puis, va représenter également l'ensemble des aquifères qui vont être dans le sol et le sous-sol de ces bassins versants et qui ne sont pas représentés sur cette carte. Donc ça, c'est la première originalité du modèle, c'est de représenter spatialement l'ensemble des objets. L'autre originalité du modèle, et qui permet justement de représenter les interactions entre hydrologie et agriculture, c'est qu'on va représenter l'ensemble des liens liés à l'eau entre ces objets. Alors, il y a les liens hydrologiques, assez classiques en hydrologie, donc c'est des liens entre les parcelles qui sont ici en bleu. Voilà, ici, par exemple, sur le lien entre les parcelles liées au ruissellement, mais aussi les liens entre les parcelles et les retenues, parce que le ruissellement des parcelles peut alimenter les retenues, et les liens entre les parcelles, le réseau hydrographique et les retenues. Donc voilà, l'ensemble des liens
hydrologiques qui sont simulés par les principaux processus hydrologiques que sont le ruissellement, l'écoulement de nappe, l'écoulement en rivière et puis les relations nappe-rivière. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, à la fois, c'est assez classique dans les processus représentés, mais original dans la façon de le représenter et la représentation spatiale. Et le point important, c'est qu'on représente aussi les liens dits agronomiques, les liens d'eau liés agronomiques, liés au prélèvement dans les rivières, c'est ici le trait bleu, pour l'irrigation des cultures, ou le prélèvement ici, c'est le lien 1, le prélèvement dans les retenues pour l'irrigation également des cultures et des parcelles irriguées. Et le point important, c'est que ce lien, donc, il est fait dans le modèle, et les quantités prélevées et les quantités irriguées vont être calculées, simulées non pas de façon forfaitaire, mais en fonction des besoins des cultures et de la ressource disponible, et en fonction de règles de décision telles que l'on les a analysées à partir d'analyses de terrain, règles de décision des agriculteurs. Donc, je vais passer rapidement sur la structure du modèle, qui est relativement complexe. Ce que je voudrais dire, c'est que ce modèle repose quand même sur des modules qui existaient déjà, donc notamment le modèle hydrologique MIDAS, un modèle de culture qui s'appelle AQUIL et un modèle de décision. Donc, on l'a appliqué sur un bassin versant en France, qui est le bassin versant du Gélon. C'est un bassin versant agricole qui fait une vingtaine de kilomètres carrés. Et sur cette vingtaine de kilomètres carrés, on a 25 retenues. Seulement la moitié sont utilisées pour l'irrigation. Les autres ont été la plupart du temps abandonnés, mais sont toujours remplis en eau. Et donc, on a évalué la capacité du modèle à reproduire le fonctionnement du bassin versant. Donc, je vais passer rapidement sur l'évaluation du modèle. Donc ici, on a, mais juste pour vous dire qu'on l'a évalué, validé à partir d'éléments hydrologiques et à partir de simulations agronomiques, ici en vert et hydrologiques en bleu. Donc, en regardant, en comparant les simulations du modèle et les observations qu'on avait faites sur le bassin versant. Donc, on voit que le modèle reproduit à peu près bien les débits. Et puis, on avait relevé des volumes prélevés et irrigués sur ce bassin versant. Donc, c'était des estimations assez grossières, mais on voit qu'on simule à peu près bien avec ce modèle agrohydrologique qui intègre les décisions de prélèvement et d'irrigation. On simule à peu près bien cette irrigation. Et l'intérêt, c'est qu'on a également été simuler les rendements de différentes cultures. Alors là, les écarts qu'il y a entre observation et simulation sont parfois faibles, en tout cas inférieurs à 20%, qui est un peu un seuil en agronomie acceptable pour les simulations des modèles de culture, parfois un peu plus importantes, sachant que là, les données de rendement qu'on avait étaient des données relativement, pour certaines, peu fiables. Donc, on a quand même abouti à la conclusion que le modèle donnait des résultats satisfaisants. Et je vais passer rapidement pour vous montrer tout l'intérêt d'un tel modèle. L'intérêt d'un tel modèle est de pouvoir coupler en effet hydrologie et agriculture. C'est après travailler sur des scénarios d'évolution de l'occupation du sol. Et c'est ce qu'on a fait sur le bassin versant du Gélon. Donc, en étudiant 4 scénarios, je ne vous en présentais que 2. Donc, il y a le scénario de référence, c'est le bassin tel qu'il est actuellement, avec les cultures telles qu'elles sont actuellement et les pratiques d'irrigation telles qu'elles sont actuellement. Et puis, on a pris un scénario où on s'est dit, si on enlevait toutes les retenues, qu'est-ce qui se passait? Alors, c'est un scénario qui est un peu virtuel, mais qui nous permet, par différence entre le scénario de référence et ce scénario 1 sans retenue, d'évaluer l'impact des retenues sur à la fois le régime hydrologique, mais également les rendements agricoles. Et puis, un scénario où, je vous ai dit qu'il y a la moitié des retenues qui étaient utilisées, un scénario où on considérait que l'ensemble des retenues, les 25 retenues, étaient exploitées pour l'irrigation. Et ça, c'est un point important, puisque, en tout cas en France, dans pas mal de coins, il y a beaucoup de retenues, mais beaucoup qui ne sont pas exploitées. Et les pouvoirs publics s'interrogent sur le fait, sur l'intérêt de construire de nouvelles retenues, alors que des retenues plus anciennes ne sont pour l'instant pas utilisées. Donc, les résultats que l'on obtient là, à partir de ces simulations sont donc pour les 2 simulations et la situation de référence, c'est que sur le débit annuel, donc là exprimé en millimètres, donc on voit que dans l'état actuel, on a un débit de 103 mm et que s'il n'y avait pas de retenue, on aurait un débit de 105 mm. Donc, en gros, on a un impact relativement faible sur le débit, de l'ordre de 2% sur ce bassin versant-là. Par contre, si on se mettait à exploiter toutes les retenues, le débit serait réduit à 97%, donc on augmenterait l'impact à peu près 8%. Et puis, on voit que le fait d'augmenter et de passer toutes les retenues en rendre exploitées
les quantités irriguées seraient plus importantes parce qu'on passerait de 4,2 à 7,1 mm. L'autre point qui est intéressant également à montrer, c'est ici, c'est que cette approche distribuée que l'on a prise nous permet aussi d'avoir des estimations distribuées, spatialement distribuées. Et je l'illustre ici par une carte des simulations des réductions de débit pour le mois de décembre 2014. Bon, j'ai pris un mois, ce mois-là, j'aurais pu en prendre un autre. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir c'est si la réduction des débits est de 12% exutoire, on voit que cette réduction, elle est variable, et c'est ce que montrent les couleurs ici, la différence de couleur le long du réseau hydrographique, elle est variable le long du réseau hydrographique, puisqu'on voit avec ce code couleur-là, ici, qui est ici à gauche, que dans certaines zones, notamment les zones roses, on peut avoir des baisses de débit de 30 à 50%, alors qu'à l'exutoire, on n'a que 12%. Donc, une baisse de débit à l'exutoire peut cacher une forte variabilité de baisse de débit au sein du réseau hydrographique. Et pour les écologues, et notamment les hydrobiologistes, c'est des informations extrêmement importantes. Et puis, deuxième élément important dans l'analyse de scénario, et que nous permet de faire ce modèle, c'est de ne pas regarder seulement l'aspect hydrologique, mais de regarder également l'aspect agronomique. Et pour illustrer ça, je vous montre ici une carte qui est une carte de satisfaction des besoins en eau des cultures. C'est en juillet 2014, donc toutes les parcelles qui sont représentées en couleur vive sont des parcelles irriguées. Et on a regardé finalement, est-ce que les retenues telles qu'elles existaient dans un scénario où on exploiterait est-ce que les parcelles qui sont irriguées dans un scénario où on observerait toutes les retenues, est-ce que ces parcelles et les cultures qui sont sur ces parcelles auraient un indice de satisfaction en eau élevé au regard de leurs besoins et de leurs demandes en eau. Et on s'aperçoit que vous voyez que tout est rouge, quasiment. Ça veut dire que ce serait une assez mauvaise idée, ici, sur ce bassin versant, d'exploiter ces retenues. En tout cas, les retenues telles qu'elles sont présentes actuellement, vu leurs caractéristiques, vu les conditions hydroclimatiques actuelles, ne permettraient pas d'étendre, d'élargir l'irrigation à un certain nombre d'autres parcelles, puisqu'elles ne permettraient pas de satisfaire les cultures à certaines périodes, et notamment au cours de l'été, à une période où les besoins en eau sont particulièrement importants. Donc, ce que je vous ai montré là, c'est des illustrations. Il ne faut pas le prendre comme des résultats génériques, mais juste pour vous montrer finalement l'intérêt d'avoir développé un tel modèle qui croise à la fois hydrologie, culture et décision sur les pratiques agricoles. Donc, ce modèle, on continue à le développer, à le tester, là, notamment dans le cadre d'un projet, dans le cadre du programme PRIMA, que vous devez connaître, un projet qu'on développe avec un certain nombre de collègues tunisiens de l'ENIT et de l'INEAV. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais je souhaitais vous porter à la connaissance. Et puis, je voudrais conclure ma présentation sur la question, et qui est peut-être l'enjeu le plus important, sur l'impact cumulé des retenues à long terme. Ce que je vous ai montré là, sur le modèle que l'on utilise, finalement, c'est un modèle qui va permettre d'étudier l'impact dans un système de culture relativement stable. Une des questions qu'on peut se poser, c'est quid de ce qui peut se passer des évolutions profondes à plus long terme. Et pour illustrer l'enjeu autour de cette question-là, j'ai repris un papier de Baldassare qui est paru dans Nature Sustainability et qui concerne les grands barrages, mais qui, vous allez voir, je pense, peut également s'appliquer à ces petites retenues qui constituent des ressources locales en eau. Donc, par une analyse à la fois de la construction des barrages, de l'évolution des ressources en eau que cette construction constituée et de l'évolution des usages de l'eau dans un certain nombre de régions à travers le monde, Baldassare et ses collègues proposent le schéma suivant. Alors, ce schéma, il se lit à partir de la gauche vers la droite, et il montre que finalement, en fonction des tendances socio-économiques, on a souvent une augmentation de la demande en eau, que les conditions et les tendances hydroclimatiques tendent à diminuer, c'est le signe moins que l'on voit ici, tendent à diminuer la disponibilité de la ressource, et que tout ça aboutit à une pénurie, le water shortage, une pénurie de l'eau. Et que cette pénurie en eau aboutit à des dommages économiques, à la fois notamment sur l'agriculture, dommages économiques et qui amènent à avoir ce qu'il appelait une pression publique, c'est-à-dire une pression à la fois de l'opinion publique et des pouvoirs publics
pour construire des grands réservoirs en eau. Et ces grands réservoirs en eau, à travers ce signe plus, on va voir qu'ils vont augmenter la ressource en eau et donc la disponibilité en eau, et donc finalement casser un peu ce cercle négatif de pénurie en eau. Dit ça, c'est une analyse qui est valable, je dirais, en état stationnaire. Ce qu'il pose comme hypothèse, c'est que finalement, il y a deux éléments qui ne sont pas pris en compte dans cette analyse. Le premier élément, c'est ce qu'il a appelé le cycle offre-demande, qui est bien connu en économie, on appelle ça aussi l'effet rebond, c'est-à-dire que quand on augmente la disponibilité en eau, bien souvent, de fait, sans forcément qu'on augmente la demande en eau. Et que finalement, l'augmentation des ressources en eau par les grands barrages induit cette augmentation de demande, et finalement, ça peut également induire finalement une limitation, en tout cas une pénurie en eau. Et dans le même temps, ce qu'il dit, il y a un autre effet, ce qu'il appelle l'effet réservoir, c'est que la plupart des populations, la plupart des pouvoirs publics mettent une trop grande confiance, à partir d'un moment où un grand barrage est construit, mettent une trop grande confiance dans ce réservoir et reposent tout le fonctionnement socio-économique, souvent des territoires, sur ces grands réservoirs. Et cette situation fait que quand ces réservoirs ne sont plus remplis, disons qu'il y a une confiance, une dépendance des fonctionnements des écosystèmes des sociétés à ces réservoirs, et qui crée une plus grande dépendance de ces sociétés à ces réservoirs, et donc une plus grande vulnérabilité. Quand ces réservoirs, pour un certain nombre de conditions et de raisons hydroclimatiques, ne sont plus remplis, cette vulnérabilité devient effective et cause des dommages économiques. Et donc, cet effet réservoir et ce cycle offre-demande, on peut se poser la question s'il n'est pas non plus valable en tout cas, il ne pourrait pas aussi s'appliquer pour les plus petites retenues, les retenues collinaires, et notamment les questions qu'on peut se poser, et c'est un enjeu important, et ce sont des questions importantes pour lesquelles on n'est pas encore en capacité de répondre et auxquelles il faudrait répondre à l'avenir, c'est: est-ce que les retenues n'induisent-elles pas une augmentation des besoins en eau, augmentation induite elle-même par des évolutions profondes des systèmes de culture? Est-ce que les retenues sont réellement un facteur de résilience ou de vulnérabilité des agrosystèmes vis-à-vis des épisodes de sécheresse? Et puis, quels sont les mécanismes à la fois hydrologiques, socio-économiques et politiques sous-jacents à la dynamique long terme des territoires agricoles une fois qu'on a implanté ces retenues? Donc là, comme je vous le disais, ce sont des questions encore largement ouvertes qu'on va essayer d'étudier dans les années à venir. Donc, si vous êtes intéressé par ces questions également, on peut largement en discuter, et puis en discuter au-delà du cadre de cette conférence. Donc voilà, je souhaitais finir sur cette perspective long terme et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation très riche. Il y a beaucoup de choses à retenir, et personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas spécialiste forcément, mais j'imagine pour les spécialistes, il y a beaucoup de choses à développer. Vous avez ouvert beaucoup de perspectives, beaucoup d'horizons. Mais pour moi qui n'ai pas spécialiste, juste la question, parce que c'est un peu contre-intuitif, dès qu'on a un épisode de sécheresse, on a toujours tendance, il faut avoir des retenues d'eau, alors que finalement, ce n'est pas forcément toujours la solution qu'on peut prévoir d'une façon non limitée. Voilà. Donc, parce que ça induit aussi d'autres pressions sur les ressources hydriques, etc. En attendant des questions, en attendant des questions de l'audience, bien sûr, moi, j'ai une question juste pour stimuler un peu le débat, parce qu'il y a certains périmètres ou bassins versants où on a des retenues d'eau qui servent d'autres périmètres, généralement, c'est-à-dire le cas des barrages, des grands barrages, etc. Dans quelle mesure ce que vous avez présenté peut s'appliquer sur ça, sur ces cas spécifiques un peu? C'est-à-dire, on a un périmètre donné qui est irrigué par des barrages dans d'autres régions, etc. Cette politique qui est présente dans certains contextes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la même chose peut être appliquée de la même façon, ou bien c'est différent, c'est d'autres choses, d'autres techniques, d'autres modèles qu'il faut prévoir?
Ouais, alors déjà, sur la première remarque, là, bon, l'aspect un peu contre-intuitif de dire, bon, c'est quand on a des épisodes de sécheresse, on pense que la retenue est une solution. Oui, ça peut être une solution. Euh, mais la retenue, finalement, ne va pas créer une ressource en eau, elle va déplacer et transférer une ressource en eau. C'est-à-dire que la retenue, il faut quand même la remplir, il faut qu'il y ait des débits et il faut qu'elle soit suffisamment bien, qu'elle soit bien positionnée, suffisamment bien dimensionnée pour retenir de l'eau, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Hein. Parfois, on a des retenues qui ne sont pas remplies, en tout cas par rapport aux objectifs qui leur ont été fixés. Donc voilà, c'est là aussi où les retenues ne sont pas forcément la solution, mais elles peuvent l'être aussi. Et puis surtout, et c'est ce que finalement, c'est ce qu'on a Baldacéré a souligné avec les grands barrages, mais que, en tout cas en France, les pouvoirs publics s'interrogent beaucoup par rapport à ça, c'est de se dire finalement à construire des retenues, est-ce que finalement on met l'effort sur le développement de l'offre en eau, mais est-ce qu'il ne faudrait pas travailler sur la demande? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt travailler sur des pratiques plus économes en eau, sur des variétés plus résistantes au stress hydrique? Et donc, c'est pour ça que ça ne peut pas être la seule solution et qu'on ne peut pas travailler uniquement sur l'aspect offre et augmentation de la ressource. Il y a aussi à travailler sur la question de la demande et donc la réduction de la demande, ou en tout cas la gestion de la demande, comme je disais, par le choix de culture, par le choix de variété plus adapté et plus économe en eau. Après, sur la question, est-ce que ce que j'ai présenté là peut s'adapter au grand barrage? Alors, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur les enjeux autour des très, très grands barrages. Le modèle en soi, oui, pourquoi pas. Bon, après, d'un point de vue, je dirais, strictement conceptuel, c'est que un grand barrage une retenue peut se représenter de façon très ponctuelle dans notre modèle hydrologique et dans notre représentation spatiale. Un grand barrage a une telle emprise au sol qu'il ne peut plus se représenter de façon très ponctuelle. Il faut le représenter de façon surfacique. Et puis, au-delà de ça, au-delà de cet aspect de représentation spatiale, c'est que les grands barrages sont sans doute soumis à des modes de gestion qui sont sans doute différents des modes de gestion des petites retenues. Donc voilà, c'est la limite, elle serait sans doute à ce niveau-là. Ok. Après, ouais. Pour les changements climatiques, on a vu un peu les rapports du GIEC, les derniers rapports, etc. Ça dépasse largement les scénarios de réchauffement, ça dépasse largement ce qu'on prévoyait avant. Et puis, dans le modèle que vous avez étudié en incluant cet aspect de changement climatique, de sécheresse, etc., est-ce que tous ces cas de figure ou bien ces dépassements sont inclus, sont considérés dans le modèle que vous étudiez? Alors, oui, alors je dirais qu'ils sont inclus. Le climat est une variable, ce qu'on dit, une variable de forçage. Que, et le modèle va permettre, et c'est ce qu'on va faire dans le cadre du projet Altos, va permettre d'évaluer l'intérêt ou les limites des retenues sous différents scénarios climatiques. Donc, je dirais, oui, il va permettre de prendre en compte les changements climatiques et d'évaluer la pertinence de différents modes de gestion des territoires, la pertinence de différents projets de construction, de retenue, la pertinence de différents modes de gestion de ces retenues, la pertinence de différents modes de gestion agricole, de choix des cultures, selon les différents scénarios climatiques. Et oui, il va le permettre, mais on ne l'a pas encore fait, donc je ne peux pas encore vous donner d'éléments par rapport à ça. D'accord. Merci. Je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de questions non plus dans le chat. Bon, en attendant, je ne sais pas, j'attends 2 minutes et puis s'il n'y en a pas, on a atteint déjà 1 heure de webinaire. Donc, oui, j'attends 2 minutes et puis on verra. S'il y a des questions, l'audience. Et s'il y a des personnes qui veulent intervenir directement, oralement, ils peuvent le faire aussi. C'est vrai, c'est une thématique qui intéresse beaucoup les décideurs, en fait, parce que ouais, ça va aider généralement les décideurs plutôt que
que les gens qui travaillent sur la parcelle, à l'échelle de la parcelle, etc. Généralement, c'est ça, Jérôme, c'est ça? Ouais, alors, généralement, ces enjeux un peu de gestion de l'eau agricole autour des retenues, ça intéresse forcément l'agriculteur parce qu'il est concerné au premier chef, mais sur l'évaluation un peu de l'intérêt agricole et agronomique et sur l'évaluation des impacts environnementaux, dont les impacts hydrologiques, généralement, ça va plutôt intéresser à la fois les pouvoirs publics, c'est-à-dire, bon, si je regarde en côté français plutôt les ministères, les agences de l'eau également, Ouais. donc, qui sont des agences qui gèrent à l'échelle des grands bassins versants les territoires et l'eau dans les territoires, et puis qui peuvent aussi intéresser les opérateurs qui agissent au niveau des bassins versants. Donc, c'est plutôt des opérateurs de gestion territoriale qui sont intéressés qui à la fois nous interpellent pour avoir des outils, des méthodes, des résultats, et qui sont intéressés par ces résultats. Ouais, et puis après, les scientifiques qui s'intéressent à la gestion des ressources naturelles aussi. Vous pouvez nous dire un mot d'une façon très succincte, sur les objectifs du projet Santos, c'est ça? Projet Prima. Jérôme? Jérôme, on vous a perdu peut-être. Ouais. Mais moi, on a encore été Coupé. coupé. Vous pouvez dire un petit mot, un mot très succinct sur le projet Prima que vous avez, c'est le projet Santos, c'est ça? Ouais, le projet Prima donc, est piloté par mon collègue Frédéric Jacob de l'IRD, qui associe un certain nombre de partenaires, notamment, je travaille plutôt avec les partenaires tunisiens. Donc, il vise à comprendre en quoi ce qu'on appelle la modulation de l'espace, la modulation de l'organisation spatiale des cultures, et puis les aménagements paysagers peuvent être des leviers d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et notamment là, donc, de voir s'il n'y a pas à la fois des choix de culture et des organisations spatiales des cultures et des pratiques culturelles qui sont optimales vis-à-vis de la ressource en eau. Et donc, on va tester différents scénarios d'évolution justement de l'occupation du sol, des systèmes de culture, de l'organisation spatiale de ces systèmes de culture, et évaluer leur intérêt ou leur durabilité vis-à-vis de l'enjeu de la disponibilité en eau. Et Ok. ce travail-là, c'est une approche qu'on va faire essentiellement par modélisation, avec construction des scénarios possibles avec un certain nombre d'acteurs, notamment les acteurs régionaux de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture, et on va évaluer les scénarios qui auront été identifiés par des approches numériques, par de la modélisation numérique, et avec des résultats qu'on va resoumettre à ces acteurs-là. Et le modèle que je vous ai présenté, Midas Mode Réservoir, va être un des outils numériques que l'on va mobiliser. Mhm. Euh, euh, il y a une question. Donc, pour la durée, c'est ça, il vient de commencer, c'est ça le projet? Alors, le projet Prima, formellement, il a commencé non, en 2020. Alors, je vois oui, dans le chat, qu'on me demande le lien, je pourrais vous envoyer, Bader, le lien du projet Prima. Il s'appelle Altos, A-L-T-O-S. Si on tape Altos Prima sur Google, on doit pouvoir le trouver assez facilement. Très bien. Et une autre question de mon collègue Wadi Asneibi, qui est chercheur au Centre régional de la recherche agronomique de Oujda. Est-ce que le modèle développé peut être pratiqué pour le cas des retenues d'eau dans des zones pastorales alimentées par des pluies ou des ressources en eau non permanentes avec gestion publique défaillante? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez ressources en eau non permanentes, mais oui, le modèle appliqué, peut être appliqué en effet dans des zones pastorales où on va être qui vont être plutôt occupées par des terres de parcours où potentiellement, oui, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas applicable à ces zones-là et où on va retrouver plutôt comme culture ou occupation du sol des occupations qui se rapprochent de prairies. En fait, le modèle couple un modèle
à la fois un modèle de culture, donc qui peut prendre en compte un certain nombre de cultures, et puis on a repris aussi des modèles de transfert sol-végétation atmosphère qui peuvent être appliqués à des zones, je dirais, plus naturelles, type les prairies non entretenues, ou voire même les forêts. OK. Parfait. À la fin de cette conférence, je vous remercie encore, Jérôme, pour cette riche présentation, pour la réponse aux remarques et questions, et aussi pour la réponse favorable à notre invitation à animer ce webinaire. Donc, je signale aux participants qu'en quittant le webinaire sur Zoom, vous recevrez un questionnaire très court de 3 questions qui sert à connaître votre évaluation, appréciation de cette série de webinaires. Merci à tous de le remplir, il sera très utile. Dans le questionnaire aussi, il y a aussi la case pour demander les attestations de participation. Pour ceux qui veulent avoir ces attestations, il faudra les demander par ici. Docteur Jérôme Molena, vous voulez ajouter quelque chose à la fin? Déjà, vous remercier moi également de m'avoir invité là, à présenter ces travaux, les travaux qui ne sont pas que mes travaux, mais les travaux d'un certain nombre de collègues, à la fois tunisiens et français. Et puis pour vous dire que voilà, si cette question vous intéresse et que ces recherches, que les enjeux scientifiques, défis scientifiques que je vous ai présentés, les questions associées vous intéressent, voilà, moi je suis totalement ouvert à la collaboration et c'est aussi un peu pour ça que ces séminaires existent, je pense, et que donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. J'avais mis dans l'intro, dans la page de garde de la présentation, mes coordonnées mail, donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Et puis, il y aura l'enregistrement du webinaire qui sera en ligne, qui sera mis en ligne dès demain. Et d'accord. Merci. Très Merci, bien. Jérôme. Enfin, au nom Merci. des organisateurs, j'aimerais remercier les participants qui ont participé aujourd'hui. Et j'aimerais également remercier mes collègues Boutaina Abidou, Othman Sabbatar, Tirazi, Abdelaziz Yassri, et aussi le comité scientifique de la série de webinaires de l'INRA pour leur contribution essentielle à l'organisation de ces conférences. Donc, je vous donne rendez-vous dans un mois avec une autre thématique très intéressante, précisément le 9 juin à 10 heures. Et je vous dis au revoir, bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir. Très intéressant. Merci. Allez.